Pardon, dans cette vidéo, il va y avoir un petit peu des répétitions par rapport à d'autres vidéos, et notamment celle de l'introduction de cette série Psycho-Chamanisme, mais on a voulu faire un film uniquement en champignons et ayahuasca. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'en pratique, les gens, ils vont pas regarder tout, ils vont regarder juste les sujets qui les intéressent le plus, et l'ayahuasca et les champignons sont les deux substances les plus utilisées avec le cannabis pour faire du chamanisme. On peut penser que les hallucinogènes sont probablement les premières drogues connues de l'humanité à travers la rencontre avec des champignons. On sait bien que certains théoriciens ont fait de la rencontre avec les hallucinogènes le début même de l'humanité. Il est possible que les premières religions du monde aient été le culte de champignons hallucinogènes chez les Suméro-Babyloniens, et on sait que dans les cultures chamaniques, l'usage d'hallucinogènes est le mode privilégié de contact entre les hommes et les dieux, entre le monde profane et le monde sacré. Et de nombreux scientifiques émettent aussi la théorie qu'en fait le fameux chaînon manquant, c'est-à-dire ce bond qu'ont fait tout d'un coup les singes dans leur évolution, serait dû en fait à des champignons qu'ils mangeaient à l'endroit où ils vivaient. Et effectivement, nous on a besoin de faire un bond évolutionnel et on a besoin de sortir de cette animalité. Je sais que ça va générer beaucoup de mails, le fait que je dise l'animalité, alors j'approfondis quand même quelque chose. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, encore une fois, c'est sur l'échelle des chakras, c'est où vous mettez votre niveau de conscience. Si vous restez dans le premier et deuxième chakra, vous allez rester, si vous voulez, à quoi? À donner de l'amour à vos proches. Et c'est ce que font les animaux. Vous allez prendre des décisions uniquement par rapport à l'environnement juste autour de vous, sans prendre en considération toute l'humanité. C'est ça, être un être humain. Être humain, c'est faire partie de la famille de l'humanité, donc mettre sa priorité dans la famille de l'humanité. Le culte du champignon a disparu parce qu'il a été détruit par les conquistadors espagnols. Pour eux, ce culte était l'œuvre du diable. Il était démoniaque, dénaturé. Et il a disparu du savoir occidental. Jusqu'aux années 1920, les anthropologues croyaient qu'il s'agissait d'une fantaisie, d'une superstition. Il a fallu attendre Wasson pour le redécouvrir. Aujourd'hui, ce culte est toujours pratiqué. En collaboration avec Hoffman, Wasson étudie le champignon comme fondement de la religiosité, y compris dans l'Antiquité. Ainsi, une fois par an, des mystères étaient célébrés à Éleusis, en Grèce. On sait que les pèlerins buvaient une potion qui leur donnait des visions. Ils croyaient voir Dieu. Wasson est persuadé que dans la potion, il y avait un champignon qui provoquait l'extase religieuse au cours de ces rituels. Il était formellement interdit aux pèlerins, sous peine de mort, de faire état de leurs expériences. Ce sont les reproductions de céréales qui mettent Wasson sur la piste. Albert Hoffman, qui quelques années plus tôt avait extrait le LSD du champignon d'ergot, confirme les soupçons de Wasson. Les mystères extatiques et dionysiaques sont enfin dévoilés. C'est un rituel qui repose sur les champignons. En résumé, je sais que ça paraît énorme à croire, mais en fait, avant les sociétés dites patriarcales, la plupart des cultures utilisaient les champignons comme si vous voyez moyen de vecteur pour se connecter à leur partie optimum au divin. Alors là, on vous montre quelques images juste pour que vous voyez que non, les champignons, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans la religion. Et donc, je vous la raconte en détail dans les autres films, John Allegro, qui est le seul traducteur, entre guillemets, agnostique, qui faisait partie de l'équipe de traduction des fameux rouleaux de la mer morte, qui ont été retrouvés dans les années 50 à Qumran, dans l'actuelle Palestine, Israël. Ces textes, en fait, ce sont les textes originaux qui ont servi à faire la Bible. Et donc ces rouleaux, en fait, la traduction de ces rouleaux ont tout simplement démontré que ces rouleaux avaient été écrits par les Esséniens, ça on le savait. D'ailleurs, la plupart des gens qui cherchent d'où vient le personnage, entre guillemets, Jésus-Christ, on dit qu'il viendrait de chez les Esséniens. Et qu'en fait, John Allegro explique
que même s'il y avait un homme dans les Esséniens qui s'appelle Joshua, il n'a absolument rien à voir avec la personne qui aurait été crucifiée, donc un certain Jésus-Christ. Et qu'en fait, à l'époque, les Esséniens, c'était ce qu'on appelait une secte à l'époque, ils vivaient retirés du monde et ils pratiquaient les champignons magiques, la chair des dieux, la chair du Christ. Et comme c'était très très interdit par les Romains, sous peine de mort, eh bien, ils avaient inventé des noms de code pour parler des champignons. Eux, comme ça, ils pouvaient parler sur la place publique et dire « Jésus-Christ m'a appris telle ou telle chose », mais en fait, il s'avère que Jésus-Christ est un nom de code pour champignons. Alors tout ça c'est un peu gros, je comprends, c'est énorme. Et toute l'histoire de Marie, de Joseph, de la naissance de Jésus est une métaphore, si vous voulez, effectivement. On mange la chair des dieux, d'accord, au repas, le dernier repas. Et puis alors après, effectivement, il y a cette renaissance, cette naissance de l'enfant Christ, entre guillemets. Et les rois mages arrivent, ils apportent justement la myrrhe, qui est une autre plante, qui fait référence en fait au cannabis, tout simplement. Et toute cette histoire n'est qu'une fable pour les distraire, les Romains. Et en fait, ils ont laissé ces rouleaux pour dire « Hey, c'était une blague !» Si vous voulez en savoir plus, il faut regarder les autres vidéos. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Par exemple, là, j'étudie l'histoire des Berbères et l'histoire de l'Inde. Eh bien, dans les Védas, on parle énormément d'une potion magique qu'on appelle le soma. C'est-à-dire de là qu'a tiré le mot soma Aldous Huxley, je n'arriverai jamais à le dire, pour le meilleur des mondes. Cette fois-ci, j'ai réussi. Et toutes les recherches des personnes qui sont vraiment un petit peu posées la question, ils en arrivent tous aux champignons. Et en fait, toutes les cultures, c'est ça qui est fantastique. Les chamans ont beaucoup apporté aux scientifiques occidentaux tels qu'Albert Hofmann ou Hans Karl Leuner, le fondateur de la thérapie psycholeptique, décédé depuis et assistant ici à un congrès sur l'étude de la conscience. La psilocybine, un substrat pour la chimie, la recherche sur le cerveau et la thérapeutique. C'est grâce au LSD que j'en suis venu aux champignons. Nous avons isolé la psilocybine et il s'est avéré, chose très importante, que le LSD, la psilocybine et le loliokui étaient très proches sur le plan chimique, de substances que l'on trouve dans notre cerveau. La psilocybine se distingue à peine de la sérotonine, un transmetteur présent dans notre cerveau et qui est très important pour notre activité intellectuelle et nos émotions. La sérotonine est si proche de la psilocybine qu'il suffit de retirer l'oxygène pour en faire de la psilocybine. Ces substances ont la capacité de modifier notre conscience parce qu'elles sont très proches de ce que l'on trouve dans notre cerveau. On a souvent expérimenté l'usage de la psilocybine chez des malades psychiques. Ainsi, dans les années 70, le professeur Leuner a obtenu des résultats probants avec des patients qui passaient pour incurables. Nous avons réalisé une étude sur 127 patients. 80% d'entre eux n'étaient pas réceptifs à la psychothérapie. Ils étaient donc incurables. À la fin du traitement psycholytique, sur ces 80% de malades, 72% ont été réceptifs à notre traitement à la psilocybine. Leur état s'est bien, voire très bien amélioré. Le travail scientifique est limité par l'interdiction internationale de la psilocybine. Et ce, bien que les études de Leuner aient été fructueuses. Ici, par exemple, la peinture d'un patient sans psilocybine. À droite, après absorption de la substance. Alors ces deux tableaux, attends, c'est trop génial, quoi. Franchement, regardez à gauche, la personnelle carrée, patriarcale, carrée, tout construire en carré, faire des routes carrées, des maisons carrées, tout carré. Et puis après, les courbes, le féminin, la douceur et tout. Pour moi, ce tableau, voilà. Là, il exprime par l'art ce que ça peut faire, de passer d'un réseau à un autre, de sortir de ce réseau, ne fût-ce que pour le temps de l'expérience, de la cérémonie.
Et donc vous allez voir dans les extraits qui arrivent maintenant que c'est pas de la blague. La psilocybine, le cannabis sont vraiment utilisés de plus en plus dans plein de pays, étant vraiment je vais pas dire la panacée universelle, mais oui, des médicaments fantastiques qui de plus en plus on se rend compte pourraient peut-être guérir tout en fait. C'est hallucinant. Mais c'est surtout la vraie raison, il faut le comprendre. C'est parce que il y a un esprit. Il y a l'esprit du cannabis, il y a l'esprit des champignons. C'est pas de la blague. Et c'est pour ça que les scientifiques pourront toujours essayer de synthétiser ces substances, et ça fait déjà des merveilleux effets. Comme on le voit avec le LSD, il y a plein de thérapies. Mais ça sera toujours 1000 fois mieux de le faire avec des plantes parce que cet esprit vous aide. Et c'est ça toute la différence. C'est vraiment deux mains qui se serrent très fort et qui s'aident l'une entre elles. Parce que quelque part, c'est la mission des champignons. C'est de relier les mondes. Ils font dans notre psyché ce qu'ils font dans le sol. Les champignons, ils créent le mycélium dans les sols, surtout dans un pays comme la France, la Belgique, la Suisse, où le sol est très humide. Et c'est ces réseaux, on le sait maintenant, qui vont connecter toute la forêt ensemble, qui vont aider les arbres à aller prendre leurs nutriments. C'est extraordinaire. Je vous conseille d'ailleurs cette vidéo magnifique d'un gars qui dit non, on peut sauver le monde avec les champignons. Et lui, il ne parle même pas des champignons hallucinogènes, c'est ça qui est comique. Véritogènes, pardon. Je parlerai plus tard dans le film de la comparaison précise ayahuasca-champignon. Maintenant, je veux bien vous faire comprendre que la psilocybine et le cannabis sont utilisés maintenant dans énormément de pays et que c'est vraiment des plantes curatives qui ne répondent pas, j'insiste bien, au terme de drogue parce que maintenant il a été prouvé et reprouvé qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'accoutumance physique. Alors il y a une accoutumance psychologique, surtout pour le cannabis. Par rapport aux champignons, j'ai jamais rencontré quelqu'un ou entendu parler de quelqu'un qui était accro aux champignons. Les caractéristiques principales sont des modifications de la perception. La perception de processus intérieurs, notamment, est intensifiée. De plus, l'émotivité est accrue. L'individu perçoit un vaste champ d'émotions. Parallèlement, le moi observateur est conservé, si bien qu'il peut se voir lui-même rêver. Nous ne voulons pas administrer de la psilocybine aux schizophrènes, mais à des patients atteints de troubles psychiques moins graves. Troubles névrotiques, angoisse, dépression, maladies psychosomatiques. En modifiant la conscience du patient, nous sommes en mesure d'étudier les symptômes et d'améliorer ainsi son état psychique. Comme chez nous, l'Inquisition a fait disparaître toute forme d'usage cultuel des champignons, leurs amateurs d'aujourd'hui concoctent eux-mêmes leurs rituels en s'inspirant de différentes traditions. Ce n'est pas légal, mais on le fait quand même. Après avoir avancé pendant longtemps, très lentement, les scientifiques s'intéressent de nouveau ces dernières années aux champignons, à l'instar du Centre de recherche biologique sur la conscience de Villingen en Suisse. Comme ici les lois sont plus libérales, il est possible de tester la psilocybine sur des hommes. Une tomographie par émission de positons montre les effets de la substance sur le cerveau. Cette étude remonte à quelques années, mais on continue à travailler avec la psilocybine. La psilocybine est une substance intéressante parce qu'elle altère la conscience. Elle modifie non seulement les émotions et les sentiments, mais aussi le contrôle du moi et la distinction entre le moi et l'autre. Alors ça c'est essentiel. Et c'est là où on touche la clé. Encore une fois, reconnecter l'alpha et l'oméga, ce qui crée et ce qui est créé. C'est ça la clé quand vous commencez à rentrer là-dedans, je vous jure, mais c'est 1 milliard de fois plus puissant que toutes les histoires d'amour, que tout. Vous pouvez pas imaginer, c'est magnifique. Et effectivement, ben oui, la psilocybine, maintenant on s'en rend compte, on peut l'étudier scientifiquement. Ça fait une différence entre ton moi et ton autre moi. Moi je dirais ton moi et ton soi, le moi étant
ce mois de la culture patriarcale et le soi étant le soi dans la culture optimum. Que la psilocybine, les champignons aident à faire ces connexions, ça se comprend aussi même symboliquement dans la métaphore quand on voit que les champignons n'ont pas de racines et c'est comme une connexion. Ils ont pas besoin de terre, ils peuvent pousser partout, même sur la peau, sur un arbre ou quoi. Ça fait vraiment une connexion entre la terre et le ciel quelque part. Et vous voyez comme l'ayahuasca, qui est une plante racine, qui nous ancre et nous connecte vraiment, on va dire, à la terre. Donc oui, qui nous ramène beaucoup plus terre à terre. Et voilà, et je comprends que chaque plante ont leur spécificité et ont leur spécificité de nous connecter à une certaine dimension de nous-mêmes et de l'extérieur. La psilocybine est une substance intéressante parce qu'elle altère la conscience. Elle modifie non seulement les émotions et les sentiments, mais aussi le contrôle du moi et la distinction entre le moi et l'autre. Aucun autre psychotrope ne permet de voir comment cette distinction se construit et se modifie dans le cerveau. Grâce à la psilocybine et aux possibilités que nous offre le scanner, nous sommes en mesure d'étudier sur des sujets vivants comment ces changements s'opèrent dans le cerveau. De plus, nous avons découvert, et c'est la grande nouveauté de cette étude, que certaines parties du cerveau, comme le thalamus, a un noyau situé à la base du cerveau qui lui transmet les sensations du monde extérieur, étaient perturbées. Le thalamus, qui d'habitude sert de filtre, s'ouvre en quelque sorte et laisse davantage pénétrer les stimuli extérieurs. Le cerveau est donc submergé de stimuli. Résultat, les sujets ont une réaction positive parce qu'ils se sentent libérés. Mais si le filtre s'ouvre trop, leur personnalité se fragmente, l'angoisse surgit et le moi angoissé prend le dessus. Mais ce n'est pas tout. Il apparaît aussi qu'à très faible dose, la psilocybine peut améliorer la mémoire et qu'à des doses plus élevées, il se produit l'effet inverse. À l'avenir, nous pourrions apprendre à mieux comprendre ces mécanismes et pour ce, la psilocybine sera probablement un outil précieux. De plus, elle sera sans doute très utile pour certaines applications thérapeutiques. Même aux États-Unis, le premier pays où les champignons ont été diabolisés, l'usage de la psilocybine pour le scanner du cerveau est redevenu populaire. Aux États-Unis, certains instituts de recherche sont revenus à la psilocybine. Aujourd'hui, ils essaient d'approfondir à partir de ces substances leur connaissance sur la conscience, sur l'interface conscience-cerveau. Et il serait très intéressant de voir comment nous appréhendons la réalité sur le plan psychologique, religieux et anthropologique. Comment le cerveau génère-t-il de la réalité? Mais de plus, ça fait partie de mes croyances. Pour moi, le champignon te connecte à un esprit. Comme le disent beaucoup, les champignons, ça parle. Et c'est ça qui plaît pas à beaucoup de gens parce que la plupart des gens, ils veulent nier maintenant la logique, l'esprit. Les champignons et tout ça, c'est fait pour prendre dans la nature, pour aller justement se connecter à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous sensibiliser aux dimensions énergétiques du monde, de la nature, etc. Et le fait d'en prendre dans des circonstances avec tant de gens autour de nous, avec cette musique qui, oui, est à répétition. Et justement, ça va jouer, ça va faire l'effet inverse, en fait. Ça va nous désensibiliser, ça va faire qu'on va se sentir beaucoup moins investi dans les causes humanitaires, ça va faire qu'on coupe un certain dialogue avec son intérieur et tout. Voilà. Et c'est vraiment important parce que moi j'ai plein de potes et tout qui vont dans des rêves et dans des teufs tout le temps. Et je vous le dis, et je le dis à tous mes brothers et tout, qui font prendre des champis et des substances aux gens dans les teufs, c'est pas bon les gars. Je sais que c'est magnifique et tout, mais c'est fait pour être pris dans la nature. Parce que pour que vous sentiez, pour que votre palette des perceptions s'ouvre et que vous sentiez ce que normalement on ne sent pas, que vous entendiez ce qu'on n'entend pas, que vous voyez ce qu'on ne voit pas. Et si sur quelqu'un qui a pris des champis ou quoi, sur ce corps tellement sensible, tout d'un coup vous mettez des milliers de watts dans la gueule, mais évidemment que ça fait un effet de malade, mais ça fait exactement le contraire, ça désensibilise, et après il vous faudra de plus en plus de sensations fortes, des sensations fortes, et donc c'est-à-dire
ou des drogues ou des relations, parce que pour moi la drogue la plus forte ça reste les relations amoureuses et tout, on s'invente des histoires, oh je suis très amoureux, oh je suis très malheureux, tout ça pour avoir des choses fortes, et donc non, ça détruit beaucoup. Et sans compter le mélange, c'est que quand vous prenez toutes ces substances, vos boucliers tombent, et alors ça va dépendre de qui vous allez fréquenter dans votre rêve, parce que je peux vous dire que n'importe qui passe à moins de 3 mètres de vous, je peux vous dire que son énergie, tout ce qu'il y a en lui, toutes ses mémoires et tout ça émotionnel vont rester en vous pendant longtemps. Voilà. Dans ces situations, ça ne fait que les programmer encore et encore plus à se nourrir à l'extérieur d'eux-mêmes, à se nourrir justement par cette musique extérieure, par ces circonstances extérieures, et pas de se connecter, de se nourrir à l'intérieur. Et ça, c'est bien la base qui fait que ça tourne, cette culture patriarcale, parce qu'on continue à se nourrir à l'extérieur. Alors, ce qui est passionnant avec les champignons, c'est qu'est-ce qu'on nous donne une mauvaise image depuis qu'on est tout petit, les champignons, même quand on a des... Enfin, moi, j'ai sur la peau des trucs, on appelle ça des champignons, n'allez pas vous balader dans la forêt, touchez pas les champignons vénéneux. Et vous saviez que pendant l'Inquisition, une des raisons de se faire torturer ou passer au bûcher, c'était par exemple si on trouvait une femme seule qui marchait pieds nus dans la forêt. En gros, ils savaient ce qu'ils faisaient. Vous comprenez, ils ne voulaient pas que les femmes aillent seules dans la forêt. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi? Pendant des années, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que quoi? Et puis d'un coup, tilt, mais oui, les champignons. Non, l'Inquisition, c'est principalement... Et ça a toujours été ça. Et c'est ça qui est resté dans l'inconscient collectif français. Et si les gens ont tellement peur des plantes en France, c'est parce que c'est incrusté dans l'inconscient collectif qu'il y a 5 siècles, on brûlait les gens, on les a tués exprès en les torturant un maximum pour que leur âme incruste, pour que ça soit incrusté dans l'inconscient collectif. Évidemment. La comparaison ayahuasca-champignon. En résumé, je vous ai beaucoup parlé des chakras dans les autres vidéos. C'est très important de comprendre ce que c'est un minimum les chakras. Et si vous voulez, il y a une plante pour chaque chakra. L'ayahuasca travaille plutôt sur les bas chakras, chakra 1, 2, 1, 2, 3. Moi, je dirais surtout 1, 2. Le café joue sur le 3e œil. Et la psilocybine, qui est le principe actif des champignons, que moi j'appelle champignons véritogènes, ça allume, je me baisse pour que vous le voyez, le 8e chakra, le fameux chakra qui soi-disant n'existe pas, qui est là et qui justement c'est ça qui vous donne un point de vue. Parce que le but c'est de retrouver, d'améliorer petit à petit notre connexion entre l'alpha et l'oméga, entre ce qui crée et ce qui est créé. Nous vivons dans un rêve. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas se battre et tout pour son rêve, enfin se battre, faire tout ce qu'on peut pour le rendre meilleur. Mais la source est ailleurs. Et donc l'idée, c'est de prendre conscience de ça. Et c'est ça le truc ultime dans l'existence. Parce qu'il y a une grande différence. C'est pas une question de mieux ou de moins bien. L'ayahuasca est une plante merveilleuse. Moi-même, je vais pouvoir vous parler de mon expérience. C'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. L'ayahuasca est la plante mère. Elle vous enracine. C'est assez extraordinaire. Chaque plante, si vous voulez, est associée à un chakra. Et on pourrait dire que la plante mère, c'est peut-être le 1er, 2e et 3e chakra, surtout que ça travaille. Et les champignons, la psilocybine, ça travaille plutôt les chakras 7e, 8e chakra. L'ayahuasca te connecte vraiment au règne des plantes. C'est merveilleux. Ta conscience peut voyager dans le mycélium, partout, sentir cette connexion. C'est extraordinaire. C'est fantastique. Mais les champignons, en résumé, ils parlent. Ils t'écoutent. Il y a, si vous voulez, une recherche des grandes questions existentielles. Si vous ne prenez que de l'ayahuasca, cela va trop fort vous ancrer dans cette réalité. Vous devez, et je dis bien vous devez aussi faire des cérémonies avec des champignons. Voilà. Donc si vous avez pris l'ayahuasca, il faut passer aux champis. Alors voilà, je dirais que prendre peut-être l'ayahuasca une fois, alors après il faut prendre 2-3 fois des champis pour bien équilibrer dans l'autre sens. D'abord, la première chose qu'il faut faire attention, c'est quand quelque chose devient à la mode. Pourquoi ? Parce que faire du chamanisme, il faut se sentir appelé et il faut le faire dans le sens de chercher, de la recherche, de la guérison de soi-même, dans la volonté de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et c'est la meilleure manière de comprendre le monde. Ça déjà c'est très important. Et comprendre encore une fois que si vous êtes tombé dans cette mode, ce monde il est tenu par des forces qui ont 2-3 coups d'avance toujours avant les masses
Et c'est pour ça qu'il faut arriver à se connecter, encore une fois, à son 8e chakra pour agir dans l'instant, dans l'instantané. Et là, on les double tout le temps. Parce que l'autre côté de la force, ils ont des hiérarchies et ils bougent lentement. C'est pour ça que, même si eux, ils vont miner notre chemin en prenant des coups d'avance, nous, hop, on peut éviter les mines en prenant d'autres chemins. Voilà. Mangez moins, mangez moins, mangez moins. Mangez moins, mangez moins, mangez. Et là, maintenant, je vous propose d'écouter une conférence de Terence McKenna, qui était un des personnages, on va dire, les plus connus de la vague psychédélique dans les années 60-70. C'est un personnage vraiment passionnant, je trouve. Il est, il a un diplôme de l'université de Berkeley et il était là à l'époque, c'était un grand acteur de ce qu'on appelle le Summer of Love, où effectivement, grâce à la psilocybine, à toutes ces substances, le cannabis et même le LSD, même si moi, encore une fois, je trouve que c'est, voilà, faut faire ça avec des plantes, et ça a été vraiment une explosion de conscience extraordinaire. Et je vous le raconte dans mes livres, c'est très triste dans le sens que l'Europe n'a pas de culture psychédélique. Et même les gens qui prennent les psychédéliques, ils ne comprennent pas que c'est un truc extraordinaire. Et ils utilisent 1% de leur potentiel. Et oui, bien sûr, à ce niveau-là, la vieille Europe est malade. Et je le dis souvent, la vieille Europe, elle est malade parce qu'elle se croit libérée des religions. Et en fait, elle n'est pas du tout. La plupart des gens vivent toujours dans les grands piliers des religions, et notamment par rapport aux plantes. Parce que ça... The feeling with ayahuasca is that it's Gaian, it's earth-oriented. You feel the river, you feel the jungle, you feel the drama and pain and nobility of life and death. And then the character of the hallucinations is, it's as though it's like a camera eye. It's largely silent, but it's just an eye that is moving through a vast matrix of visual information. And you've just been looking and looking and looking and looking for hours at this stuff. And it's almost invariably beautiful. Okay, then psilocybin, which is just an atom's twist away, is a very different creature. The most astonishing thing about psilocybin, and you're hearing this from, a materialist of some sort, is that it speaks. It has a voice. It can talk to you and astound you with its insight, humor, ability to connect and make insightful inclusions and so forth and so on. And the whole psilocybin experience is imbued with this eerie energy, which has different names, but elfin, gnomic, extraterrestrial, and there's chattering. And the whole thing has this off-world, we are the Galactarian civilization, we hold the key to the history of this sector of the Kiliocosm, it's this kind of thing, almost blast of trumpets and the ringing up of cosmic curtains. It's very, very dramatic, Wagnerian, and forward-looking. It's about the destiny of the race and why planets are put in place and what it's all for. Could hardly be different from ayahuasca, and yet, an atom's twist away. LSD is not animated in this way. It is more like the classical expectation people have, I think, who have not taken these things, of what a psychedelic drug should be. In other words, you think clearer, you see connections, you can hold very complex ideas in your mind and rotate them and look at them from many angles. You experience emotional abreactions, you recover childhood memories, but it doesn't the reason I am not so keen on LSD is that I'm really a plant guy.
not a drug guy. And it's something about these substances that have been carried along in the genomes of these plants for, in some cases, hundreds of millions of years. It seems to be coming in literally from another dimension, and yet it is undeniably moving. It's beautiful. But to me, that's almost like the metaphysical stamp of approval on the psychedelic experience. Beauty is the presence of so much beauty is an argument to me that truth cannot be far away. I think where the problem area lies, people think it lies in taking too much. It lies in taking too little. Because if you take too little, you can resist it. You can struggle with it. And then it can turn into a real mess because you're afraid of it. And you actually have the power to some degree to resist it. What you want to do is take sufficiently enough that there's no escape, and that the transition from ordinary reality to fully loaded is as quick as possible, because the going up is somewhat terrifying. And the way I do it is I sit as soon as the mushroom enters my body, I sit and meditate. The way I do it is I take the mushroom or the ayahuasca, and then I sit and I roll bombers, so I'll have them ready if I need them. And it begins to come on at about the 40-minute or the 60-minute mark, and there's sometimes some nausea as it comes on. And then I smoke a bomber or half a bomber. And then it catapults it into the full deployment of the thing, where you just hang on. There's about a 25-minute period where your only job is to hang on. It builds. It's like watching an atomic explosion on the other side of 50 feet of absolutely clear crystal glass. I mean, you can't believe this is happening, quote unquote, in my mind. And then after about an hour or 40 minutes of that, it becomes more manageable, more memorable. The thing to do is to sing, to sit up, not to assume the fetal position. See, what you might tend to do is assume the fetal position and tell yourself, my God, this is the most appalling thing that's ever happened to me. If I can just live through it, it'll be all right. I've taken this drug. If I can just wait through. How long did they say it will be? 7 hours. I see it started 2 minutes ago. If I can just... No, the thing to do is to sit up and to sing. And why? Well, being practical people, to oxygenate your brain. I mean, let's face it, you're a product of a nutty society, and there are unexamined crevices and uncleaned out drain traps in all of us, and you're going to encounter that stuff. The good news is the earlier psychedelic trips tend to deal with that. If you will quickly discover taking psychedelics that either you can work through your personal issues, some people just can't take it. Why is that? Well, because what it does is it dissolves boundaries, and most of us are over boundary defined. Alors, je voudrais faire quelques petits commentaires sur cette conférence de Terence McKenna. Ce que j'aime beaucoup, effectivement, c'est qu'il vous raconte ici comment, lui, il procède à prendre des champignons ou de l'ayahuasca. Alors déjà, il le fait seul. Et déjà, moi, je dis, voilà, peut-être que l'ayahuasca est une plante dont il faudrait remettre en question le fait de le faire comme les traditions le disent, sud-américaines, le faire en groupe. Même si j'ai beaucoup de respect pour ces traditions, et moi-même, j'ai été l'expérimenter là-bas avec des chamans. Et effectivement, ça se fait en groupe, lors de retraites.
Et qu'encore une fois, à l'époque, moi, quand je demandais à ces chamans, à quoi servaient ces cérémonies d'ayahuasca, c'était tout un village qui, si vous voulez, faisait une cérémonie d'ayahuasca ensemble aussi pour se lier, des gens qui se connaissent. Et personnellement, moi, mon expérience d'ayahuasca, ça a été merveilleux, attention, je ne le dénigre pas. Mais c'est vrai que les expériences les plus intéressantes, les messages les plus intéressants que j'ai réussi à capter, c'était quand j'avais demandé l'autorisation justement au chaman de sortir une petite heure sans trop m'éloigner de la yourte, parce qu'on est en plein dans la jungle, hein, il y a des serpents, des araignées, des guépards. Alors quand j'étais avec le groupe, c'est vrai que Terence McKenna, là, il dit que la plupart des gens ils vivent ça comme une expérience de plaisir. En tout cas, moi, mon expérience, c'était pas ça. Les autres personnes, ils sont beaucoup voyagé dans leur souffrance et tout ça. Et ils passent par là. D'ailleurs, ils vomissent beaucoup. Et je crois qu'il y a un travail émotionnel intéressant qui se fait. Mais le problème, c'est que ça ne passe pas par l'esprit. C'est ça. Et avec les champignons, il y a le même travail qui se fait. Mais ça passe par l'esprit. Et c'est la compréhension qui libère. Et je sais que, par définition, les gens qui ont pris trop d'ayahuasca vont faire un rejet. J'ai remarqué souvent, après, ils font un rejet. Ils veulent pas champignons. Ils veulent même pas faire de cérémonie avec le cannabis. Et je crois justement que si les personnes qui en sont là, elles doivent faire attention, parce que c'est qu'elles se sont fait attraper par des forces qui ne veulent pas faire ces expériences. Alors j'insiste, l'ayahuasca est une plante magnifique, mais elle doit être prise avec d'autres plantes aussi. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait ma retraite ayahuasca au Pérou, à Tarapoto, enfin dans la région, eh bien, oui, on prenait aussi d'autres plantes, des plantes complémentaires. À un certain moment, Terence McKenna dit que si vous avez des moments difficiles, l'idée, c'est de pas de se mettre en fœtus, par exemple, et tout, mais par exemple de se lever, d'être bien droit, de chanter, tout ça. Oui, chanter, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. La plupart du temps, il faut être en silence. Par exemple, vous êtes là, vous respirez, il y a une petite voix qui vous embête, vous parlez avec cette petite voix. Si par exemple, cette petite voix, elle vous dit, elle essaie de vous culpabiliser et tout, vous direz, ah non, moi, moi, je suis dans l'état d'esprit de la déesse. Moi, la punition, ça n'existe pas et tout, blablabla. Voilà. Et donc, c'est pour ça, la clé, elle est importante. Par contre, s'il y a des êtres qui vous disent des choses qui vous touchent, il faut les écouter et tout. Si vous en pouvez plus, encore une fois, exprimez-vous, dansez, sautez un petit coup, criez, tout ça, mais criez en mettant dans ce cri la volonté de guérir, pas un cri de « Ah, il y a un dingue » et tout. Et oui, il faut se contrôler, évidemment. Si vous vous concentrez sur la respiration, vous allez moins vous accrocher à toutes ces images si elles ne vous plaisent pas, et vous allez voir, vous respirez, s'il y a un truc qui vous plaît pas, vous ouvrez les yeux, vous les refermez, et vous allez voir, vous allez petit à petit apprendre à zapper. Mais je suis tout à fait d'accord. Et il dit qu'il faut chanter pour s'oxygéner. Et nous, c'est pour ça qu'on préconise le fait de respirer profondément et que ça active. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'est quand même intéressant. Vous allez voir que dans une de ces vidéos, on dit qu'en fait, la différence chimiquement entre la psilocybine et la dopamine, si je me souviens bien, c'est qu'en fait, la psilocybine, c'est de la dopamine, il suffit d'y rajouter de l'oxygène. Donc on rajoute de l'oxygène à psilocybine et ça devient de la dopamine. Et c'est possible que ce qu'on a appris à faire plus ou moins instinctivement, c'est-à-dire respirer, eh bien, fait qu'il y ait ces transformations chimiques. J'étais aussi très content de voir que Terence McKenna, il fumait, donc comme vous le voyez dans cette vidéo, pour vraiment déconnecter, quoi. Il y a vraiment fumer peut être quelque chose de déstructurateur, mais dans le bon sens. C'est pour ça qu'il faut méditer tous, déstructurer ce qu'on veut déstructurer, et puis après se reprogrammer. Et effectivement, moi, mon expérience d'ayahuasca, ça a été fantastique. Les chamans nous ont dit à l'époque, honnêtement, voilà, nous, quand on le fait pour nos enfants, c'est 3 mois de retraite, sans toucher personne. Mais pour vous, les touristes, on vous dit 1 mois, et pas faire la bourre pendant 1 semaine. Mais voilà, le soir même, on était tous déjà serrés des mains et tout. Et non, je l'ai payé très cher. J'ai senti des fuites très fortes d'énergie après. Et donc, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est qu'après l'ayahuasca, il faut faire ça. Et les chamans qui vous disent pas ça, il faut gentiment les gronder, leur dire « Ok, vous devriez prévenir les gens. » Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Après, je ne dis pas... voilà, tout a un sens. Et je veux pas condamner non plus cette mode d'ayahuasca. Tout ça a un sens. Mais disons qu'il faut comprendre que ça influence profondément les mondes invisibles. Chaque personne qui fait une cérémonie chamanique
même en fumant un pétard, c'est une cérémonie chamanique, il influence les mondes invisibles. Et donc, tout ça joue beaucoup. Mais c'est pas mauvais, non, ça fait partie de l'évolution. Mais c'est sûr, ça fout un certain bordel, parce que quand on va dans l'invisible, si on n'y va pas pour se guérir, si on n'y va que pour des émotions, des sensations, on nourrit, on renforce ce monde de sensations qui est en train de prendre une beaucoup trop grande importance chez la plupart des gens qui ne vivent plus que pour des sensations. Et à la fois, voilà, c'est quand même chouette qu'il y ait cette ouverture et tout. Mais moi, je vous dis, en gros, comme le dit Terence McKenna, c'est une balade de plaisir, l'ayahuasca, par rapport aux champignons. Pourquoi ? Parce que les champignons, on passe par ces enfers, mais vous allez voir que c'est quelque chose de magnifique. Et je vous promets que surtout si vous avez la clé comme étendard, de toute façon, vous en sortirez grandi. Et là, vous avez en plus l'outil de la clé et de la respiration. Beaucoup de gens se disent, moi j'ai peur de faire du chamanisme, j'ai peur de me faire attraper. Je comprends, mais en fait, vous ne ferez que vous faire rattraper. Parce que toute expérience chamanique, il y a un moment où ça libère, bien que la plupart des gens, hop, ils se rattrapent tout de suite, ne fût-ce que par la pensée. C'est pour ça qu'il faut être très fort gardien de ses pensées quand on fait du chamanisme, mais à la fois comprendre que dans notre monde, tout est fait pour vous faire attraper. Vous pouvez vous faire attraper en couchant avec une personne qu'il ne fallait pas, en allant à une cérémonie ou groupement spirituel avec quelques centaines, quelques milliers de personnes et à tout d'un coup à faire osmose avec une grande vague énergétique. Vous pouvez vous faire attraper en faisant du yoga avec un prof qui ne fait pas du nettoyage émotionnel par exemple. Et attention, j'adore le yoga, vive le yoga, et je trouve qu'il faudrait enseigner le yoga à l'école, mais avec en même temps un travail émotionnel. Ça doit aller de pair, parce que c'est quelque chose qui fait monter énergétiquement tout, et donc il faut absolument guérir ses bobos, sinon voilà. Si vous voyez les statistiques, les gens qui font du yoga, ça n'aide pas les cancers, par exemple. Moi, tous les profs de yoga que je connais sont morts de cancer. Bon, vous allez me dire que pratiquement tout le monde meurt de cancer ou du cœur, mais non, donc ça veut rien dire non plus. Mais je veux dire par là que ça protège pas, si on ne fait pas un travail émotionnel. Alors, sans vouloir dramatiser, je le dis, vous pouvez me prendre de haut. Ça fait 20 ans que je vois des gens qui prennent l'ayahuasca. Et je l'affirme, je vous le dis, toutes les personnes que je connais, sans exception, qui ont fait plus d'une fois des cérémonies d'ayahuasca et qui n'ont pas pris de champignons, eh bien, ils perdent leur fil d'Ariane. Et je peux vous dire que toutes les personnes que je connais qui s'intéressaient à la clé, toutes, après avoir pris de l'ayahuasca quelquefois, elles ne nous ont plus jamais adressé la parole. Elles n'ont même plus voulu oser la confrontation. C'est ça quand on se fait attraper par l'ombre. L'ombre ne veut pas la confrontation parce que il y a tout à y perdre. Quand on amène les choses à la lumière, à la logique, à la réflexion, tout s'éclaircit, justement. Donc voilà, je vous aurais prévenu, méfiez-vous de ce qui est à la mode, et je vous le dis, l'ayahuasca est une plante fantastique. Le problème, c'est son industrialisation. Le problème, c'est qu'on ne respecte pas les lois de l'ayahuasca, qui disent, il faut la prendre le plus près d'où pousse la plante. Il y a des plantes chamaniques pour chaque pays. Les plantes, l'ayahuasca doit être pris au Pérou où elle pousse. Pourquoi vous croyez qu'il n'y a pas de plante il n'y a pas d'ayahuasca ici? Parce qu'ici, on a besoin d'autre chose. Et la seule médecine qu'on peut prendre partout, c'est les champignons, parce que ça pousse partout. C'est ça, l'idée. Et le drame, c'est que l'ayahuasca est devenu un business énorme. Rien qu'à Ibiza, il y a 5 chamans principaux. On a calculé avec un pote par rapport à toutes leurs cérémonies, parce qu'en été, ils enchaînent 2-3 cérémonies par semaine chacun, qui peuvent aller parfois jusqu'à 150-200 personnes, qui payent chacune 100-120 euros. On a calculé que minimum, ils devaient récolter chacun, les 5 chamans, entre 1 et 2 millions d'euros par saison, par été, donc les 4 mois d'été. Vous savez, quand ça arrive à des sommes comme ça, c'est incroyable. Alors, encore une fois, soi-disant, ces êtres, ils font la tradition, mais ils ne respectent pas la tradition. Que je l'ai toujours dit, il faut s'intéresser aux traditions, mais il faut dépasser les traditions. Et moi, je crois que l'ayahuasca, c'est génial, mais je crois que la tradition de prendre un groupe, c'est pas une bonne idée. Non, vraiment. Je vous invite à le faire seul. Et encore une fois, c'est amusant. En fait, le grand business de l'ayahuasca, voilà, il ne respecte pas la tradition quand ça rapporte de l'argent, mais tout d'un coup, le faire en groupe, ça rapporte de l'argent, évidemment. Ben oui. Vous imaginez, c'est des sommes énormes, et dès que ça atteint des sommes comme ça, moi, c'est mon expérience, les gens, ils deviennent fous, ils perdent tous la boule.
Alors pardon si là je parle de manière un petit peu comme si je vous engueulais et tout, parce que personne n'est coupable de rien, mais c'est parce que ça touche des choses très profondes en moi. J'ai perdu tous mes amis. Tous mes amis qui ont fait de l'ayahuasca, de la même manière, ils nous ont tous tourné le dos sans jamais vouloir expliquer. Jamais. Ah non, ils veulent plus. Alors soi-disant, c'est tout. Ils veulent plus parce que quand tu écoutes ce qu'ils nous disent, c'est toujours, mais pour finir, ils ont peur de ce feu. Alors ils le disent différemment. Ils ont peur d'aller toucher où il y a le feu, où il y a la colère. Et c'est ça notre guerrier. Et ça ne m'apporte que tristesse et je m'en veux de pas mieux faire mon boulot, de pas arriver à proposer autre chose pour faire sortir les gens de ce piège. C'est pour ça que là maintenant on se dit, ben voilà, nous on va enfin oser le faire et Inch'Allah échalote, comme on dit. Alors ce qui est bien évidemment, c'est toujours de se poser la question, pourquoi est-ce que c'est l'ayahuasca qui est à la mode et pas les champignons? Les champignons, ça pousse partout. Pourquoi aller prendre une plante qui pousse qu'en Amérique du Sud? C'est super compliqué pour la ramener et tout ça. Pourquoi cette plante est si hyper à la mode? C'est là qu'il faut se poser la question. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est ok, n'est-ce pas un peu louche que quelque chose soit aussi assimilable par un système qui détruit tout? Et si j'interpelle surtout les jeunes, c'est parce que vous êtes moins programmés que les autres. Et qu'après, vous allez vous faire attraper par le bazar. Et notamment aussi parce que c'est une génération qui le sent instinctivement. C'est une génération où maintenant, la majorité des jeunes, ils consomment au moins de temps en temps du cannabis. Et ils ont raison, bien sûr. Bien sûr, ça vous protège. Bien sûr, ça nous met dans une bulle. Bien sûr, c'est ce qui énerve les autres. Et je vous le dis, voilà, maintenant la science prouve qu'on a raison. Non, le clan du cannabis et la psilocybine ont raison, la science nous donne raison. C'est une nouvelle ère qui commence. Après, ça dépend. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens qui osent l'assumer et le dire. À vous de voir. Après, si vous ne croyez pas vraiment dans la clé, il y a toujours des limites, mais je crois que ça peut aider énormément, toutes ces substances quand même, de faire une grosse partie du travail. Mais n'oubliez pas, la plus grande blessure de l'âme humaine, c'est qu'on détruit cette planète et le futur de nos enfants, alors qu'on les aime, nos enfants. Et donc, il y a cette déchirure qui... Oui, bien sûr, je crois que les gens aiment leurs enfants, mais cette déchirure de se dire « Attends, mais on détruit leur monde, on a abdiqué. » Et c'est ça le déni. Et nous, chaque fois, on vient pousser sur ce point-là, et c'est ça qui rend les gens fous. Vous comprenez? Alors, vous le faites de votre vivant avec les champignons, ou vous verrez ça le jour de votre mort. Pas de problème. Mais si vous voyez ça le jour de votre mort, le problème, c'est qu'après, vous ne pouvez pas revenir pour changer. Tandis que là, vous reviendrez et vous pourrez changer votre vie en conséquence. Mais le but, c'est de changer sa vie en conséquence. C'est ça le but. Et le problème de l'ayahuasca, c'est que ça réconforte les gens, plutôt. Et je suis désolé, mais on est en temps de guerre. Et il est important d'agir ainsi parce qu'en temps de guerre, on a d'autres priorités. C'est la survie qui est la priorité. Alors ok, c'est un grand jeu vidéo, on peut rire et tout, mais ça n'empêche de jouer avec un maximum de dextérité pour gagner évidemment, pour que la vie gagne, bien sûr. Alors en termes de conclusion, histoire d'être sûr que vous avez bien compris le message qu'on veut faire passer, l'histoire est simple. La psilocybine et le cannabis ne sont pas des drogues au niveau définition d'une drogue, c'est faux. Ça c'est 1. 2, ce sont des médicaments nécessaires à l'évolution et ces deux substances, à mon avis, peuvent guérir pratiquement tout. Là, on vous a donné pas mal d'extraits d'interviews, de conférences de scientifiques qui insistent bien, on parle de toutes ces découvertes magnifiques, c'est par rapport à la psilocybine et au cannabis, d'accord? Et pour le moment, les autres plantes, non, il n'y a pas ce même engouement. Donc il faut comprendre que ce que je dis est important parce que les champignons, la plupart des gens, je crois qu'ils vont aller prendre d'autres plantes aussi pour faire exotique. Quelque part, ils en ont marre de leur culture et ils vont choisir, l'ayahuasca, on en a beaucoup parlé, et puis il y a aussi pas mal de gens qui veulent aller prendre de l'iboga. Moi, je vous dis, faites très attention parce qu'on a ce réflexe comme ça de tout d'un coup de vouloir faire la chose que tout le monde ne fait pas, il n'y a que nous qui le faisons et tout ça. L'iboga, j'assume, j'en ai jamais pris. Les personnes que j'ai rencontrées qui ont pris de l'iboga,
Non, j'ai pas vraiment vu d'élévation particulière, de libération particulière, et plutôt un encroûtement sérieux dans leurs bobos et dans leurs peurs et dans leurs limitations. Et donc il faut vraiment faire attention à ce concept de vouloir faire quelque chose d'exotique, parce que c'est un réflexe qu'on a, on va pas faire comme tout le monde. Et effectivement, les champignons, c'est super banal, il y a des ados qui en prennent tous les week-ends et tout, ils sont là sous notre nez depuis toujours. Et pourtant c'est là, la réponse elle est sous notre nez. Alors j'espère que vous avez bien compris, pour le chamanisme, il y a les champignons qui sont là pour nous connecter aux différents mondes. Et toutes les autres plantes sont des plantes complémentaires. D'accord ? C'est qui doit être utilisé selon les cas. C'est vraiment important à comprendre. À la base, quand les religions étaient des outils justement d'évolution et de grandissement de l'âme, utilisaient les champignons. Et parfois aussi le cannabis. Mais pas d'autre chose, c'est pas... voilà. C'est très important de le comprendre. Même en Amérique du Sud, le culte, c'était les champignons. Ceci termine la super vidéo sur les champignons véritogènes et l'ayahuasca. Alors, continuez à regarder cette série de vidéos sur le psychochamanisme parce que toutes ces connaissances forment un tout. Et vraiment, on compte sur toi. Vraiment, la pêche. N'oublie pas, sois le gardien de tes pensées. Vraiment, imagine un samouraï qui est là devant tes pensées et vraiment, tu fais le tri. Ça, je valide pas. On compte sur toi. C'est là que ça commence. C'est là que commence la libération de l'humanité dans notre tête. À tout de suite. À tout de suite.